Mesdames et messieurs, il est l'heure, nous allons commencer. Voici donc la première séance du séminaire de la chaire Migration et Société pour cette année universitaire 2019-2020. Alors je vous signale tout de suite que le cours qui devait commencer le 6 décembre commencera en fait la semaine d'après. Faites bien attention. L'affiche est restée identique, mais il y a un rectificatif sur une autre affiche. Bon, j'ai demandé à ce que l'affiche elle-même soit modifiée. Donc, le cours qui devait commencer donc, vendredi, en fait, est reporté à la semaine suivante. C'est-à-dire que tout le programme des cours que vous avez peut-être pu consulter sur le site ou sur les affiches est décalé d'une semaine. Ce n'est pas pour ma convenance personnelle, c'est parce que le personnel du Collège de France également n'était pas sûr de pouvoir assurer l'accueil correctement. Et donc, tous les cours de cette journée-là, du 5 et du 6, ont été décalés d'après ce que j'ai su. Voilà, donc c'est important que vous le sachiez. Ce cours, qui n'a que des séances d'1 heure et demie, donc il y aura un peu plus de séances et elles sont plus courtes, est doublé d'un séminaire, donc dont voici la première séance. Ce séminaire, lui, garde le format de l'an dernier, donc 2 heures au total, une très brève introduction de ma part, 2 orateurs qui ont 45 minutes chacun, ce qui est, je crois, confortable pour exposer toute la richesse de leurs travaux et de leurs découvertes, et puis ensuite une discussion avec le public. La thématique... Alors, les séminaires suivent la même thématique que celle du cours, hein, c'est-à-dire la question de l'intégration, question extrêmement controversée. La notion même d'intégration, et Simonet vous le dira, est elle-même contestée par d'éminents chercheurs. Elle n'est pas du tout appréciée par les intéressés lorsqu'on mène des enquêtes auprès d'eux. Et en même temps, il faut quand même sauver la notion d'intégration, mais à quel prix? C'est en tout cas ma thèse, et c'est ce que j'exposerai lors de mon cours. Mais nous n'en sommes pas là, et nous commençons d'entrée de jeu par 2 situations tout à fait extraordinaires. Delphine Pagès-El-Karoui, qui est donc chercheuse à l'INALCO, qui est membre de l'Institut Convergence Migration, va nous parler du cas tout à fait extraordinaire de Dubaï. C'est un cas en quelque sorte expérimental. Est-ce qu'on peut imaginer une société où il y ait de l'insertion économique sans intégration sociale, au fond? Est-ce qu'on peut dissocier ce que les Américains ont souvent appelé l'assimilation structurelle et l'assimilation culturelle, cette chose qui, normalement, doivent aller de pair? Est-ce que cette dissociation peut durer longtemps? Jusqu'à quand? Elle atteint en ce moment à Dubaï des proportions absolument incroyables. Et donc là, on n'a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces sociétés. On en a quelques-uns en France. Et Delphine Pagès-El-Karoui fait partie des chercheurs qui ont approfondi ces questions-là. Ce ne sont pas des terrains faciles. Il faut connaître la langue. Il faut évidemment aussi garder le lien avec les sociétés en question pour pouvoir revenir sur le terrain. Donc ça réclame une certaine prudence. Vous le comprenez bien. Donc voilà le premier exposé. Et puis le second qui va suivre est également donc, est porté par Simone Licecco. Vous êtes aussi membre de l'Institut Convergence des Migrations. Ceci pour dire que les 3/4 à peu près des présentations qui seront faites dans le cadre du séminaire, ce sont des chercheurs qui sont affiliés à l'Institut des Migrations que je dirige pour le compte du CNRS. Et là, c'est encore une autre situation étrange. C'est la volonté de rendre visible, par une espèce de marquage visible, enfin coloré, l'utilité des demandeurs d'asile. Il faut qu'ils manifestent qu'ils sont utiles à la société et qu'ils coûtent le moins possible à la société. C'est un cas un peu extrême, parce que dans d'autres pays européens, on ne voit pas ça. C'est une expérimentation, en quelque sorte, due un peu au... C'est l'époque Salvini. Enfin, vous allez nous raconter tout ça, Simone. Et voilà 2 exposés intéressants qui nous rappellent, au fond, 2 choses qui sont un peu contradictoires. Il y a d'un côté l'injonction de s'intégrer, qui existe en Europe, qui est assez récente. Vous verrez dans le cours que l'idée « intègre-toi » est relativement récente, car en réalité, beaucoup de sociétés, y compris les nôtres, n'avaient pas du tout envie que les immigrés s'intègrent.
Et on le voit dans le cas du Golfe, où on a encore un exemple de société qui n'a absolument pas envie que les immigrés s'intègrent. Il faut qu'ils travaillent et qu'ils repartent. Voilà un peu l'idée. Et puis à un certain moment, les choses basculent. Il y a l'injonction de s'intégrer sous certaines conditions. Et voilà comment... Et voilà. Donc tout ça, ce sont deux illustrations assez contrastées de thèmes, de thématiques qui seront évidemment développées de façon systématique dans le cours. Je ne veux pas prendre davantage la parole et je cède tout de suite la place à Delphine Pagès-El-Karoui. Merci beaucoup François Héran pour cette invitation. Merci à vous d'être ici aujourd'hui. Alors, il peut sembler un petit peu paradoxal de commencer un séminaire sur l'intégration par un cas de non-intégration, et a fortiori dans un pays non démocratique, non occidental. Sachant que, alors, je vais réfléchir, pas spécifiquement réfléchir à l'intégration, mais si on la définit très simplement, et Simonet, je pense, rentrera plus dans le débat sur le concept, si on prend une définition assez simple, on peut définir l'intégration comme les processus par lesquels les nouveaux immigrés sont incorporés dans la société d'installation et comment est-ce qu'ils deviennent progressivement des membres de cette société. Avec Dubaï, donc, et comme en général dans les pays du Golfe, on est au contraire dans des endroits au monde où les migrants ont moins de chances de s'intégrer. Les perspectives d'intégration sont extrêmement faibles. On est dans des monarchies héréditaires qui non seulement refusent toute intégration des étrangers, mais qui en plus, je vais vous le montrer, ont une organisation sociale qui repose sur l'exclusion des étrangers. Et donc moi, j'aborde la question d'intégration dans un cadre plus large qui est la question du cosmopolitisme. Parce que je me pose la question, peut-on parler de cosmopolitisme dans des pays où on a une extrême diversité? Dans le Golfe en général, on a plus de la moitié des résidents qui sont étrangers. Et à Dubaï, ce chiffre atteint une situation tout à fait impressionnante, puisque vous avez maintenant 92% de la population de Dubaï qui est composée par des étrangers. Donc une minorité de nationaux qui ne représentent que 8% de la population. Donc dans ce contexte-là, d'une extrême diversité sans aucune intégration, peut-on parler de ville cosmopolite? Alors, ce concept de cosmopolitisme, il a été beaucoup travaillé pour la région du Moyen-Orient. Il y a eu beaucoup de travaux sur la Méditerranée, sur le cosmopolitisme levantin, sur le cosmopolitisme alexandrin. Mais finalement, paradoxalement, assez peu de réflexion sur ce cosmopolitisme actuel du Golfe. Et on pourrait aussi, mais je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, travailler sur ce concept de cosmopolitisme qui a été à la fois beaucoup utilisé par les sciences sociales et aussi beaucoup critiqué. Alors, comme je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans ces détails, il faudrait, je pense, plus d'une séance ou peut-être un cours entier pour réfléchir à cette notion de cosmopolitisme. Ce que je vous propose, c'est d'en avoir une vision un petit peu synthétique. La première formule un petit peu, qui est à la fois laconique mais peut-être assez éclairante, c'est cette formule de Kwame Appiah, un grand spécialiste du cosmopolitisme, et qui dit finalement le cosmopolitisme, c'est l'universel plus la différence. Donc autrement dit, c'est un concept qui met en tension à la fois le monde comme globalité et puis l'altérité comme diversité. Donc aujourd'hui, le cosmopolitisme est très clairement un produit de la mondialisation, mais pour autant, les termes ne sont pas synonymes et pourtant, de nombreux chercheurs, surtout en anglais, vont utiliser cosmopolitan pour global. Et à mon avis, il est important de les distinguer. Alors, sans entrer dans des définitions trop complexes, j'ai juste distingué 3 grands domaines d'application du terme de cosmopolitisme. Un premier domaine qui est le cosmopolitisme comme un projet éthique, politique, philosophique, le cosmopolitisme comme idéologie. Et vous allez voir que je vais m'en distancier. Ensuite, le cœur du cosmopolitisme, et le départ aussi, c'est lié à un individu. Au départ, on parle d'un individu cosmopolite. Et on décrit un individu cosmopolite comme quelqu'un qui est ouvert sur le monde, ouvert sur les autres. Donc ça, c'est aussi le cœur de la définition. Et puis, vous avez un troisième domaine d'application du concept qui porte plutôt sur des espaces, sur des situations. Et là, moi, en tant que géographe, je vais surtout m'intéresser à ce troisième domaine d'application. Et donc m'interroger, notamment parce que je suis un spécialiste de géographie urbaine et de géographie de la migration, sur qu'est-ce que c'est
qu'une ville cosmopolite? Et qu'est-ce que Dubaï peut nous dire sur une ville cosmopolite? Alors, là-dessus, en fait, il y a aussi beaucoup de littérature, pas forcément par des géographes d'ailleurs, sur ce qu'est une ville cosmopolite. Et pour vous résumer l'essentiel des débats en une question, le débat qui prime, c'est souvent... Alors, une ville cosmopolite, elle va être... Là aussi, on peut... Peut-être avant de parler des débats, il faut que je vous rappelle qu'il y a aussi deux types de définitions. Première définition, ça sera une ville qui sera surtout ouverte sur le monde, sans forcément un lien avec l'émigration. Et ça, c'est aussi un emploi qui est peut-être moins présent en français, mais qui va être présent en anglais. Et moi, donc, une définition qui est liée à la globalisation, et puis une définition qui est directement liée à la diversité. Une ville dans laquelle on trouve un nombre important de gens qui viennent d'origines différentes, de cultures différentes. Et typiquement, quand on pense à la ville cosmopolite, on va penser à New York comme expression, symbole de la ville cosmopolite. Et la question qui se pose souvent pour les chercheurs, pour qualifier une ville cosmopolite, c'est de se dire, mais finalement, dans quelle mesure ces gens très différents se mélangent-ils ou pas ? Et donc, vous avez beaucoup de débats là-dessus. Souvent, ça amène à une distinction. Les chercheurs voudront distinguer entre ce qu'ils vont appeler des villes plurielles ou des villes multiculturelles, où vous avez des personnes d'origine étrangère qui coexistent, qui vivent à côté l'un de l'autre, mais qui ne se mélangent pas. Et puis d'autres qui vous diront, il y a un autre modèle, celui de la ville vraiment cosmopolite, qui est la ville où là, les gens se mélangent, où il y a des interactions, où il y a du métissage. Et donc, vous avez cette différence-là. Alors, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une vision un peu plus large du cosmopolitisme et d'englober dans la définition de la ville cosmopolite ces deux catégories, en fait, quel que soit le degré d'interaction, de mélange entre les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces deux définitions du cosmopolitisme, Dubaï incarne les deux définitions. Dubaï est une ville extrêmement insérée dans la mondialisation, avec un jeu, je vais y revenir, sur cette identité de ville globale, et en même temps, Dubaï a une population extrêmement diverse, et donc, a priori, elle remplit bien ces deux conditions, ces deux définitions de la ville cosmopolite. Or, pourtant, penser le cosmopolitisme à Dubaï ne va pas de soi. Et là, je vais prendre l'exemple d'un géographe, Denis Retailleau, qui a travaillé sur les lieux de la mondialisation. Et dans un de ses chapitres, il choisit Dubaï comme un exemple. Et quand il parle de Dubaï, il parle d'un cosmopolitisme de décor, d'un cosmopolitisme paradoxal. Donc là, on voit bien qu'il y a une critique, et une critique qui est plus généralement, qu'on peut retrouver chez des spécialistes du cosmopolitisme. Je pense par exemple à Gérard Delanty, qui est un grand spécialiste du cosmopolitisme, qui ne parle pas de Dubaï, mais qui évoque des situations où existe un pseudo-cosmopolitisme, un cosmopolitisme superficiel. Et donc pour lui, ce cosmopolitisme superficiel, c'est un cosmopolitisme qui se concentre surtout sur l'utilisation de modes de vie empruntés à d'autres cultures pour enrichir sa propre vie matérielle sans engagement normatif. Et donc là, chez les deux auteurs, on voit bien que leur paradigme, c'est d'un cosmopolitisme qui serait intégrateur. À partir du moment où il n'y a pas d'intégration, le cosmopolitisme serait bancal, superficiel, etc. Donc ça, c'est une vision. Et puis, chez d'autres chercheurs, et notamment, j'ai beaucoup apprécié les travaux d'un historien qui s'appelle Edem Eldem, qui enseigne ici l'histoire ottomane au Collège de France, et qui a travaillé, lui, sur le cosmopolitisme à Istanbul. Et selon lui, le cosmopolitisme, pour être heuristique, pour être utile aux sciences sociales, doit être détaché de sa dimension idéologique, la première colonne que je vous montrais tout à l'heure. Et donc, en quelque sorte, il faut un peu le sortir de sa matrice de base, qui est liée à l'Antiquité grecque, qui a été retravaillée par Kant, par la philosophie des Lumières, et il faut le sortir de son cadre normatif. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, c'est de sortir le cosmopolitisme aussi de ce paradigme de l'intégration. Et du coup, les questions qu'on peut se poser, c'est comment fait-on société dans une cité-État non démocratique comme Dubaï, où on a une majorité de population venue du monde entier, mais qui est exclue de la citoyenneté. Et donc, comment fonctionne ce vivre ensemble très particulier? Et donc, je quitte le paradigme de l'intégration pour prendre plutôt le paradigme de la contradiction.
et penser le cosmopolitisme comme un ensemble de tensions, un ensemble de contradictions, et là, en l'occurrence, des contradictions, des tensions entre des logiques évidemment d'exclusion, puisque une grande partie du modèle repose sur l'exclusion, mais aussi, je vais vous le montrer, des logiques d'inclusion. Et en montrant ça, mon objectif, c'est aussi de vous montrer la complexité de Dubaï. Très souvent, les gens qui travaillent sur Dubaï, enfin, justement, peut-être ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas travaillé sur Dubaï, vous diront, mais Dubaï, c'est une ville superficielle, etc. Donc on a souvent l'image d'une ville superficielle. À mon avis, Dubaï est un cas tout à fait beaucoup plus complexe, et je pense qu'il faut aller au-delà de ce discours, et que montrer ces différentes logiques d'ouverture, parce que Dubaï a un passé ancien de port de pêche, inséré dans des réseaux marchands en lien avec l'océan Indien. Lorsque, après les années 2000, elle a eu cette ambition de devenir une ville globale, elle a continué à jouer sur des logiques d'ouverture, elle a besoin, entre guillemets, d'importer sans cesse de la main-d'œuvre, de faire venir des gens, d'attirer des flux. Et donc pour cela, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'inclusion pour que le modèle économique fonctionne. Et de l'autre côté, très fortement, domine des logiques d'exclusion. Et cette logique d'exclusion, elle existe à deux niveaux. Premier niveau, je vous ai déjà parlé, c'est la question de l'exclusion des étrangers, puisque la société est pensée sur ce clivage-là. Et puis, on va aller un petit peu plus loin, je vous montrerai aussi qu'au-delà de ce clivage nationaux-étrangers, il y a aussi une double exclusion qui porte surtout sur l'exclusion des migrants les moins qualifiés. Et vous allez voir que ça, c'est très fort, et ça nuance un petit peu ce clivage de base entre nationaux et étrangers. Donc, ce que je vous propose, c'est une démarche en deux temps. Dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer ces contradictions en montrant à la fois les logiques d'inclusion et d'exclusion. Et vous voyez bien que du coup, le mot inclusion me permet de distinguer de l'intégration. Donc je vais décliner ces modalités-là en fonction de l'économie, du politique, du social, et aussi de la question de l'intégration, de l'insertion spatiale des migrants dans la ville. Et puis, pour terminer, un petit peu rapidement, je vous montrerai aussi quelles sont les rhétoriques officielles, quels sont les discours de l'État qui tentent de résoudre ou qui tentent de masquer ces contradictions. Alors, en bonne géographe, je commence par une carte. Je vous rappelle où se trouve Dubaï, sur les rives du golfe arabo-persique, une cité-État à l'intérieur des Émirats arabes unis. Et je vous rappelle aussi que Dubaï n'est pas la capitale, que Dubaï est l'État le plus peuplé, et l'État le plus connu aussi. La capitale est Abu Dhabi. Et je commence aussi par deux photos qui me semblent tout à fait éloquentes, pour insister sur l'une des particularités de Dubaï, c'est sa croissance totalement fulgurante. Donc sur l'image de gauche, vous avez Dubaï dans les années 40, qui est donc une petite bourgade, un petit port de pêche le long d'une crique qui s'est développé de part et d'autre d'une crique, avec un habitat qui est essentiellement fait qu'on appelle des barastis, qui sont essentiellement des petites huttes en feuilles de palmier. Et puis aujourd'hui, voilà ce qu'est devenu Dubaï, avec une skyline impressionnante sur un modèle qui fait penser plus évidemment à Manhattan, et une population qui est autour de 3 millions de personnes, et même 4 millions le jour, puisque c'est beaucoup de gens qui résident en dehors de Dubaï. Donc on est passé du petit port des années 40 à la ville hub, progressivement dans les années 60-70, en lien avec le pétrole. La richesse du pétrole a permis à l'Émirat d'investir dans des infrastructures, dans la construction de ports de très grande taille, d'un aéroport de très grande taille. Et le premier modèle de développement, c'était ce modèle de la ville hub. Et donc une ville qui se place à l'intérieur, qui s'insère dans la mondialisation, et qui se place à l'intérieur de réseaux d'abord régionaux, et puis progressivement mondiaux, puisqu'à partir des années 2000, Dubaï s'invente comme une ville globale, donc joue sur ce modèle de la ville globale, et va construire justement pour le monde l'image d'une ville globale, grâce notamment à une architecture construite par ce qu'on appelle des stars architectes, et donc elle va se faire connaître, elle va faire ce qu'on appelle une politique de marketing urbain, on dit en anglais, on parle de branding, et donc par une architecture dont vous avez certainement entendu parler, je ne vous ai pas mis les photos, mais ces palmiers artificiels, ces îles artificielles qui représentent le monde, plus récemment la très grande tour, la plus haute tour du monde, Burj Khalifa. Donc tous ces éléments-là sont là pour créer une image, et l'image de la ville globale. Et donc tout ça s'est fait évidemment grâce, dans un premier temps, au pétrole, à la richesse pétrolière. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est très intéressant avec Dubaï, c'est que Dubaï a peu de pétrole.
Et il n'y en a quasiment plus. Hein. Le grand émirat pétrolier, c'est Abu Dhabi. Donc là, avec Dubaï, on a déjà un modèle en fait, de la diversification post-pétrole. Hein, puisque très tôt, comme je vous l'ai expliqué, ils ont investi dans les commerces, ils ont investi dans les infrastructures pour jouer un rôle commercial, ils ont investi dans le tourisme. Vous avez maintenant énormément de gens qui vont passer des vacances à Dubaï. Ils ont investi dans l'immobilier, j'y reviendrai, dans la finance. Donc aujourd'hui, les revenus de Dubaï ne sont plus liés au pétrole. Hein, c'est moins de 5% de ses revenus. Donc on a une ville qui s'est complètement sortie du pétrole. Alors, Dubaï est souvent présentée comme la ville la plus cosmopolite du monde. Pourquoi? Là, si on se base sur un simple critère démographique, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, c'est les chiffres de 2016. Aujourd'hui, on est à 92%. Donc, nulle part au monde, vous avez une situation où les étrangers sont aussi nombreux, où en fait, la proportion est totalement inversée. La relation minorité-majorité est totalement inversée, donc c'est un cas unique. Et alors, on n'a pas les statistiques, parce qu'il y a un tabou, enfin, les Émiriens ont les statistiques, mais ils ne les diffusent pas, donc on n'a pas de répartition par nationalité. Hein. Toutes les statistiques sont divisées entre Émiriens et non-Émiriens. En 2005, il y avait eu des données, depuis il n'y en a plus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut retenir de Dubaï, c'est que c'est avant tout une ville asiatique. Et on pourrait presque même dire une ville indienne. Dubaï, par sa population, est une ville indienne. Et donc, vous pouvez imaginer que les Émiriens n'aiment pas trop entendre cette réalité-là. Hein, donc, 85% d'Asiatiques, essentiellement des gens qui viennent du sous-continent indien, donc de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, et puis aussi de plus en plus d'autres pays asiatiques, beaucoup de Philippins, par exemple. Une population arabe, qui ont souvent été les premiers à venir dans un premier temps, dans les années 60-70, et qui progressivement ont été remplacés par une main-d'œuvre asiatique. Et là, on retrouve la question de l'intégration. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce remplacement progressif d'une main-d'œuvre arabe, donc plus proche culturellement, parlant l'arabe, par une main-d'œuvre asiatique? Il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison économique, cette main-d'œuvre était moins chère, et puis il y a surtout une raison politique liée à l'intégration. C'est que ces Indiens qui arrivaient, et qui d'ailleurs n'étaient pas forcément musulmans, avaient beaucoup moins d'envie de s'intégrer, comme ont pu faire les Égyptiens, les Yéménites, qui sont venus dans un premier temps, qui avaient ces envies-là, qui véhiculaient aussi des idéologies moins conservatrices que celles en place, qui étaient portées par des idées progressistes, portées par le nasserisme, etc. Donc du coup, il y a eu quand même ce changement, la volonté de diversifier la population, et surtout de voir de moins en moins recours à une population arabe comme migrants. Et puis vous avez une minorité d'occidentaux qui, eux, sont souvent cantonnés à des postes plus qualifiés, alors que, par exemple, si on prend les résidents asiatiques, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont présents à tous les niveaux de qualification, hein, des emplois les plus bas aux emplois les plus hauts, hein, et alors que les occidentaux, eux, sont plus cantonnés à des postes plus qualifiés. Alors, la dernière chose, et après je passerai, que j'aimerais vous montrer sur ce graphique, c'est regarder la première ligne. En 1975, on est déjà à 72% d'étrangers. Donc, je vous ai dit, il y a ce boom qui se développe avec une croissance fulgurante, avec le pétrole, etc. Mais vous regardez, en fait, en réalité, le cosmopolitisme de Dubaï, il date même d'avant le boom pétrolier. Il est plus ancien. Alors là aussi, je n'aurai pas trop le temps d'y revenir, mais en gros, depuis le 19e siècle, vous avez à Dubaï une population cosmopolite, essentiellement composée notamment qu'ils ont beaucoup fait appel à des tribus arabes vivant en Iran. Hein, et donc là aussi, les liens avec l'Iran sont extrêmement forts. Dubaï a fait venir ces populations, a fait venir des populations de marchands indiens aussi. Donc on a fait aussi venir, quand on regarde aussi la population des pêcheurs de perles, avant le pétrole, la grande richesse du Golfe, c'était les pêcheurs de perles. Et en fait, beaucoup d'eux étaient des Africains. Hein. Donc il y avait, parce que c'est un métier extrêmement difficile, et du coup, qu'on faisait faire à des Africains. Donc on a un cosmopolitisme qui est très ancien à Dubaï. Deuxième volet, si on se pose la question de l'intégration à la vie économique, alors là, cette intégration, elle est très forte, hein, puisque, alors là, le tableau est un petit peu compliqué, mais regardez le chiffre des non-émiratis dans la population active, 85% sont dans... Donc voilà, ce chiffre 85%, qui d'ailleurs est encore beaucoup plus fort
quand vous regardez la population masculine. Donc là aussi, je n'aurai pas trop le temps de développer, mais la question du genre, hein, et la différence, la question homme-femme est très forte. Et donc là, vous voyez que ce chiffre-là, hein, pour les hommes, est extrêmement élevé. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, ce sont les chiffres du chômage. Merveilleux, à Dubaï, nous n'avons que 0,5% de chômage. Donc on peut se dire ça quand on regarde les chiffres. En réalité, c'est totalement lié, il n'y a rien de merveilleux à ça, c'est totalement lié aux politiques migratoires que je vais développer dans un instant. C'est que quand vous êtes à Dubaï, une fois que vous avez perdu votre emploi, vous ne restez pas. Vous avez un mois pour faire vos bagages et pour rentrer chez vous. Donc du coup, on comprend qu'il y ait assez peu de chômage. Donc c'est complètement lié aux politiques migratoires. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, si vous regardez la différence entre ce chômage chez les non-émiriens et puis les émiriens, c'est que le chômage est quand même plus fort chez les émiriens. Et donc ça, c'est une tendance qu'on retrouve partout dans le Golfe, où on a quand même des populations nationales qui sont moins bien formées que les étrangers, qui ont plus de mal à s'employer, et les chiffres sont encore plus élevés chez les jeunes. Donc ça, il y a une vraie préoccupation, et ça explique aussi pourquoi, dans tous les pays du Golfe, et notamment aux Émirats, vous avez une politique qu'on appelle d'émiratisation, où on met en place des quotas, on met en place des politiques de préférence nationale pour faire en sorte que les nationaux occupent des postes qui étaient autrefois occupés par des étrangers. Alors, donc là, et puis, peut-être dernier point qui n'apparaît pas sur ce graphique, que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, contrairement à nos modèles européens, les étrangers sont présents dans tous les secteurs de l'économie et à tous les niveaux de qualification. Hein. Autant dans les niveaux les moins qualifiés, qui sont majoritairement occupés par des populations du sud-est asiatique, de l'Asie du Sud, pardon, plutôt donc des Indiens, des Pakistanais. Et par contre, vous avez aussi énormément, si on regarde le cas des Indiens, vous avez beaucoup d'Indiens qui sont dans l'informatique, dans la banque, etc., à des postes très élevés. Hein. Donc, contrairement à nos modèles-là, on a des étrangers qui sont présents dans tous les secteurs et à tous les niveaux de responsabilité. Donc, une présence, et puis à l'inverse, par exemple, les Émiriens ne sont quasiment pas présents, vous avez 99% des professions peu qualifiées sont occupées par des étrangers. Hein. Donc, les Émiriens ne sont... Et puis, dernière chose aussi, peut-être je finirai là-dessus, sur ce tableau, c'est que la part des Émiriens, enfin, l'activité des Émiriens est relativement faible, hein, et ça va aussi avec une situation de rente, et une situation de rentier, où beaucoup d'Émiriens n'ont pas forcément besoin de travailler. Donc ça, c'est pour la question d'une intégration très forte dans l'économie de la population active. Si on passe maintenant à la question politique, et la question, en fait, de l'accueil des étrangers. Alors là, c'est intéressant. Si on revient sur la notion de cosmopolitisme, le cosmopolitisme, d'un point de vue philosophique, était habité par cette idée d'hospitalité. Et si on fait le lien entre l'hospitalité comme une vertu, comme une valeur éminemment bédouine, puisque les Émirats ont beaucoup, comme les Golfe d'ailleurs, ont beaucoup réinventé leur identité nationale autour de ce mythe bédouin, on peut se dire que là, il y a une partie de l'héritage qu'ils n'ont pas repris, c'est la question de l'hospitalité, hein, qui n'est pas au cœur de leur politique migratoire, puisque si on se met en termes de cosmopolitisme d'un point de vue politique, la première colonne, là, on n'a pas de projet cosmopolite, évidemment, puisqu'il y a deux institutions fondamentales dans la société émirienne qui régissent ces rapports. C'est le système qu'on appelle la kafala, et puis cette division très forte entre étrangers et nationaux. Alors la kafala, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est assez compliqué, je vais la résumer très brièvement, mais l'idée c'est que dans le Golfe, vous avez un système où quand vous êtes un étranger, vous devez être mis sous la dépendance, sous la responsabilité d'une personne qui va s'appeler votre kafil et qui va être garant de votre présence sur place, sur le pays. Donc cette kafala, si vous voulez, elle délègue une partie de la gestion des migrants à, alors, soit des individus, parce que le kafil peut être un individu, soit des compagnies, et le plus souvent, les kafils sont les employeurs, mais pas systématiquement. Et alors, le cœur de la kafala, c'est l'idée qu'il y a un lien donc, entre ce kafil et son employé, et notamment que l'employé ne puisse pas changer d'emploi sans l'accord du kafil. Donc c'est quelque chose qui limite la mobilité des étrangers sur le marché du travail. Et donc ça, c'est un élément fondamental, mais il faut dire que cet élément a été progressivement réformé, et qu'aujourd'hui, aux Émirats,
notamment pour les plus qualifiés, on a assoupli cette règle-là. Deuxième élément, et je l'ai déjà expliqué, c'est que la présence sur le sol est liée à un contrat de travail. Vous n'obtenez votre visa de résidence que si vous avez un contrat de travail. Et une fois que votre contrat de travail est terminé et rompu, votre visa de résidence s'annule au bout d'un mois, et donc vous devez repartir. Et donc ça, c'est l'autre élément de ce système-là. Et puis enfin, troisième élément, la question du regroupement familial. Le regroupement familial est possible dans le Golfe, et aux Émirats en particulier, simplement il est lié à un niveau de revenus. Et donc en gros, toutes les personnes qui sont en deçà d'un certain seuil, donc moins de environ 1 000 € par mois, ce qui exclut plus de la moitié de la population active, n'ont pas le droit au regroupement familial. Donc vous avez aussi cette distinction qui est très forte dans le Golfe entre des migrants peu qualifiés qui ont un type de traitement et des migrants plus qualifiés qui ne seront pas traités de la même façon. Alors ce système de la kafala, il a conduit à de très nombreux abus. Je ne vais pas le développer là, mais je pense qu'on avait forcément entendu parler. Notamment, c'était beaucoup dénoncé pour les ouvriers du bâtiment qui travaillent dans des conditions tout à fait terribles, en pleine chaleur, avec des horaires très très longs toute la journée, en plein soleil, qui ne reçoivent pas leur salaire régulièrement, dont on retient le passeport. Donc tout ça n'est pas inscrit dans la kafala, mais fait partie des dérives du système. Donc ça conduit à de très nombreux abus. Et ça conduit surtout à un système d'une immigration qui est voulu comme temporaire. Et surtout, ça met les étrangers, et là, malgré tout, quel que soit leur statut, dans une extrême précarité. Ce qui caractérise ces migrations, c'est que l'étranger sait qu'à tout moment, quel que soit son statut, on peut lui demander de rentrer chez lui. Et donc, cette grande précarité, quand j'ai interviewé, parce que moi je suis rentrée dans le Golfe en faisant des enquêtes sur les Égyptiens travaillant aux Émirats, et donc on retrouve ce sentiment-là de très grande précarité. Plusieurs fois dans l'entretien, j'avais ce discours, mais en fait, nous sommes en transit ici. L'idée qu'on est là pour un moment, mais qu'on sait qu'on pourra partir à tout moment. Donc ça, c'était le premier volet, la kafala, qui régule la gestion, l'accueil des étrangers. Deuxième volet, c'est l'accès à la nationalité. Alors, cet accès à la nationalité, il est en théorie possible. Vous avez des lois qui prévoient l'accès à la nationalité, mais en réalité, elles sont très peu appliquées. Et qu'est-ce qui accède à la nationalité? Ce sont donc un tout petit nombre de personnes, et généralement pour service rendu à des membres de la famille royale, donc qui sont obtenus grâce à une proximité avec la famille royale. Et ce qu'il faut retenir aussi de cette nationalité, c'est que c'est une nationalité qui se transmet, donc il n'y a pas de droit du sol, il y a un droit du sang, et qui se transmet surtout qui se transmet par les pères. Les mères ne transmettent pas la nationalité, ce qui pose problème parce que justement dans une société cosmopolite, de plus en plus de femmes émiriennes sont mariées à des étrangers. Donc il y a de plus en plus de mariages mixtes. Le problème, c'est que là aussi, on ne sait pas avec qui elles se marient. On sait qu'elles se marient avec des non-émiriens, mais est-ce qu'elles se marient avec des gens d'autres pays du Golfe? Bon, on n'a pas les éléments statistiques, mais on sait qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes. Et donc ces enfants, au départ, n'ont pas accès à la nationalité. Et là aussi, ça a changé de plus en plus, où chaque année, très souvent, quand vous voyez les chiffres de naturalisation, ce sont en fait ces enfants-là qui, par décret, donc ça n'a rien d'automatique, vont être naturalisés. Donc, et là aussi, par contre, le point donc ça évolue, mais aussi ce qu'il faudrait rappeler, c'est que ce système-là de fermeture à la nationalité n'a pas toujours été le cas. C'est pas un trait culturel, c'est au début des indépendances. Faut rappeler que les Émirats sont un pays extrêmement récent. L'indépendance date de 1971, donc c'est un pays tout jeune. Au début, on a donné plus facilement accès à la nationalité. Et donc ça crée, et puis assez rapidement en fait, cet accès s'est refermé. Et donc ça crée des situations assez paradoxales. On est famille d'Égyptiens, une famille de Yéménites. Vous avez des fratries qui ont émigré aux Émirats. Les frères les plus âgés qui sont arrivés avant ont la nationalité, leurs enfants ont la nationalité, sont devenus émiriens, et puis leurs frères plus jeunes arrivés après n'ont pas la nationalité. Donc ça crée aussi des clivages et ça complexifie un peu plus cette idée d'une opposition de deux blocs très homogènes entre des nationaux et des étrangers. Vous avez un petit groupe d'immigrés qui ont été naturalisés. Alors, pourquoi est-ce que le principe aussi, c'est ce clivage national-étranger qui est extrêmement structurant. Alors, ça c'est un système que j'explique pour les Émirats, mais qui marche pour le Golfe. En fait, à partir du moment où vous êtes un national, vous avez accès à un certain nombre de privilèges. Un accès gratuit à l'éducation, un accès gratuit à la santé,
Et puis, il y a tout un système de redistribution de terres, de prêts bonifiés pour construire sa maison. Donc, pendant très longtemps aussi, la propriété était réservée aux nationaux. Donc, vous avez tout un système de privilèges qui instaurait un clivage très fort entre les nationaux et les étrangers. Et ça, c'est aussi le fondement de ces sociétés émiriennes qui reposent sur un pacte social. Vous avez des monarchies héréditaires qui redistribuent la rente pétrolière ou la rente issue d'autres, dans le cas de Dubaï, qui n'est plus une rente pétrolière, mais au départ une rente pétrolière. Et en échange, les citoyens acceptent, en bénéficiant de cette rente, acceptent de ne pas avoir de droits politiques. Alors, comment expliquer ces modèles de non-intégration ? À Dubaï, on a ce cas extrême, on a une toute petite minorité face à une majorité de migrants, et donc on voit bien que c'est une façon de préserver alors, c'est bien une préservation à la fois en plusieurs termes. Il y a des enjeux sécuritaires, et ça s'est très bien vu dans les années 60-70, quand il y avait cette migration arabe très importante, qui ont commencé à mener des contestations en contestant les monarchies en place, etc. Donc l'idée, c'est de contrôler, de ne pas être sous influence extérieure, sous influence étrangère. Il y a des enjeux culturels. Alors là, c'est un discours qu'on connaît bien, mais qui est aussi récurrent aux Émirats. Comment préserver une identité nationale face à une très grande majorité d'étrangers. Et puis, il y a tout simplement une question politique de la survie d'un régime qui base sa légitimité sur la redistribution de la rente à un petit noyau de privilégiés. Mais si vous élargissez la base, le système ne fonctionne plus. Alors, ça, c'est de l'ordre du discours. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'immigration n'est pas si temporaire que ça. Les gens restent malgré tout. En 2005, on avait une durée moyenne du séjour des étrangers qui était de 8,7 ans, donc relativement importante. Moi, quand j'avais fait des interviews de 60 Égyptiens, je trouvais plutôt 10 années. Donc, il y a quand même des gens qui restent. Et quand vous regardez les chiffres des naissances, c'est tout à fait évidemment aussi impressionnant. 3 naissances sur 4 sont le fait d'enfants étrangers. Donc se constituent à Dubaï des secondes, voire des troisièmes générations, mais qui restent étrangers. Donc ça crée des situations quand même assez paradoxales. Alors là, je n'ai pas trop le temps de développer, mais la question des secondes générations, par comparaison justement avec l'Europe sur les questions d'intégration, c'est très intéressant. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure dans les questions. Mais juste en mots, en termes d'appartenance, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne se sentent pas du tout émiriens. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que les Égyptiens se sentaient... Personne ne me dira « je me sens émirien ». En revanche, ils développent des attachements très forts à la ville. Ils vous diront « je me sens de Dubaï, je me sens d'Abu Dhabi », et parfois en mettant en scène ces rivalités. Moi, j'adore Dubaï, mais je déteste d'Abu Dhabi, ou inversement. Donc, un attachement à la ville très fort, et aucune appartenance nationale, voire supranationale, du type « je me sens du Golfe ». Ou au contraire, dans le cas des Égyptiens, ils développent des identités transnationales, c'est-à-dire « je me sens égyptien du Golfe ». Alors, dans ce système général d'exclusion, il y a quand même justement des modes d'appartenance, des modes d'inclusion à la ville qui se font sur certains modèles. Et c'est vrai que là, la question de la consommation, je pense que vous avez aussi entendu parler, Dubaï est une ville fondée sur les loisirs, sur la consommation. Ses monuments principaux, ses espaces principaux, ses espaces entre guillemets publics principaux, ce sont les malls. Et donc il y a vraiment comme espace commun, comme culture commune, cette culture du shopping, cette culture du mall. Ce qui fait que plusieurs chercheurs ont parlé, alors je pense que le terme de citizenship n'est pas tout à fait adapté, mais on parlait de citoyenneté liée à la consommation. Et je pense que ça, c'est un aspect très important, c'est comment la consommation crée une inclusion dans un mode de vie qui est commun. Alors, en termes de société, pour aller plus loin dans l'exploration de ces sociétés, qu'est-ce que ça crée comme société ? Globalement, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'avec une telle diversité de gens, on a un système qui est qui est un système d'une coexistence pacifique. Donc ça, il faut l'admettre. Mais d'un autre côté, cette coexistence pacifique, elle est aussi contrebalancée par une violence structurelle liée à la kafala. Et donc, il faut mettre ces deux choses-là en balance. Et puis aussi, je le dis vite comme ça, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, un racisme très fort. Et surtout, c'est une société qui est extrêmement marquée par les hiérarchies raciales, nationales. Pour vous donner un exemple tout simple, c'est que vous avez une hiérarchisation des salaires. Vous êtes un ingénieur indien ou un ingénieur britannique qui fait le même travail, vous ne serez pas payé la même chose. C'est complètement assumé, vous avez beaucoup de chercheurs qui parlent de ça. Et donc, vous avez vraiment des discriminations qui sont liées
à l'appartenance nationale. Ensuite, cette société, les interactions sont relativement faibles entre émiriens et non-émiriens. Hein, quand vous interviewez des gens, généralement, notamment les Égyptiens que j'ai interviewés, très peu étaient en interaction directe, proche avec des émiriens, sauf quand, dans le cadre du travail, mais très peu avaient été invités chez des émiriens, avaient des amis émiriens, etc. Donc globalement, les interactions sont faibles. Cela dit, il y a quand même beaucoup de lieux de brassage cosmopolite extrêmement intense. Hein, et donc il faut là aussi, vous voyez, dresser un paysage assez complexe de ces questions de coprésence. Vous avez des universités internationales, je pense notamment à New York University, à Abu Dhabi, qui s'est pensée là aussi comme une université globale et qui fait venir des étudiants du monde entier. Et donc là, sur ce campus, vous avez réellement des étudiants hyper sélectionnés, mais qui viennent du monde entier. Et donc, il y a vraiment là un brassage totalement cosmopolite. On peut penser aussi à la Emirates, hein, la compagnie célèbre des Émirats, qui joue aussi sur cette diversité. Quand vous prenez l'avion sur Emirates, souvent, ils commencent par vous dire de quel pays viennent tout leur équipage. Et donc, généralement, vous avez le monde entier qui défile. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ce sont donc ces fameux malls, hein, qui sont, encore une fois, ces espaces emblématiques de la citadinité des Émirats, qui sont des espaces tout à fait révélateurs de l'identité urbaine de ces villes, qui sont à la fois des lieux d'inclusion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent ces malls, et à la fois des lieux de ségrégation. Donc ça m'amène à la question de la ségrégation, et là c'est en fait la question de l'intégration spatiale dans la ville. Hein. Comment s'intègrent les migrants dans la ville? Alors, Dubaï est une ville qui est extrêmement ségrégée. La ségrégation est extrêmement forte. Alors, ça tient aussi un urbanisme qui est très fragmenté. À partir des années 2000, quand ils ont commencé à avoir ces très grands projets, ils ont vraiment construit la ville en construisant sur un modèle de l'enclave. On a construit des bouts, mis bout à bout des villes, enfin des morceaux de villes, pas forcément connectés entre eux, et sur un modèle, ça c'est avant les années 2000, qui est vraiment sur le modèle de la ville américaine, façonné pour l'automobile. Hein, et donc vous avez un urbanisme très fragmenté qui renforce un petit peu cette question de la ségrégation. Alors, j'avais calculé des indices de ségrégation. C'est le petit tableau 1. Et en fait, qui vous montre... Alors, il y a 3 catégories. Les émiriens, les non-émiriens, mais qui sont en réalité les émiriens... qui sont en réalité les non-émiriens qualifiés, et puis ceux qui sont les workers, qui sont en fait les ouvriers, et qui, eux, sont majoritairement des ouvriers non-émiriens. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez un chiffre, donc plus on va vers 1, plus ce groupe social est ségrégé. Et donc là, ces ouvriers, ils sont ségrégés à 97%. Donc c'est un chiffre qui est énorme, et en fait qui s'explique comment? Qui s'explique parce qu'en fait, les ouvriers, ils sont logés dans des camps, qu'on appelle des camps de travail, je vais vous montrer une photo dans un instant. Mais voilà, et ça renforce l'idée que j'avais développée, enfin que je développe tout au long, que vous avez quand même aussi une fracture à l'intérieur des étrangers. Hein. La question du migrant qualifié ou pas qualifié ne se pose pas de la même façon. Donc vous avez à Dubaï à la fois des formes extrêmes de ségrégation. Alors là, je vais commencer par la ségrégation des plus riches, avec le paysage typique lié à la mondialisation de la gated community, la cité résidentielle fermée qu'on retrouve partout ailleurs. Et puis vous avez, donc là sur la carte, vous avez en bleu les 3 principales zones de regroupement de ces camps de travailleurs, qui sont généralement situées à proximité de 3 grandes zones industrielles de Dubaï. Hein, donc en plein cœur de ces zones industrielles, vous avez ces camps de travailleurs dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup dénoncé là aussi les conditions assez sordides de vie de ces travailleurs. Et aujourd'hui, vous avez plus de 700 000 personnes à Dubaï qui vivent dans des camps de travail. Donc, on a effectivement des modes de ségrégation qui sont très forts et une volonté de mettre à l'écart ces travailleurs qui sont vraiment perçus comme une sorte de classe dangereuse, hein, comme une menace potentielle pour l'ordre urbain. On les met à l'écart. Mais ne dire que ça de Dubaï, ce serait faux aussi, parce que vous avez aussi une extraordinaire mixité. Quand vous prenez des classes moyennes, généralement elles habitent dans des appartements, dans des tours, dans des immeubles moins hauts, et généralement leurs voisins viennent du monde. Enfin, là, c'est très mélangé. Hein. Donc vous voyez, là aussi encore, il ne faudrait pas s'arrêter à ce côté. Il y a à la fois une très forte ségrégation, et en même temps, vous avez des formes de très grande mixité, mais qui sont une mixité donc, liée à la diversité des origines, mais qui n'est pas une mixité sociale. Hein, parce que généralement, par contre, il y a une certaine homogénéité. Alors, on a passé en revue ces différentes modalités d'insertion, d'intégration. Maintenant, il faut que je vous montre un petit peu plus ces questions de contradiction. Parce que là, il y a quand même une contradiction fondamentale
entre l'idée d'une ville globale, dont la fonction est d'attirer de plus en plus des flux, des marchandises, des capitaux et des hommes, des migrants qualifiés, mais aussi des migrants non qualifiés pour construire tous ces bâtiments qui font la renommée de Dubaï. Et donc, il y a quand même une contradiction entre penser une immigration qui est uniquement temporaire, qui est en rotation permanente, qui reste très peu sur place, et un développement économique sur le long terme. Je vais vous donner un exemple, et Dubaï est bien conscient de ça, hein, et que les entrepreneurs, souvent, ils préfèrent avoir des gens qui restent plus longtemps. Économiquement, c'est plus rentable, ils seront plus productifs. Et donc, ce qui explique aussi que là, c'est là où on voit les tensions en fait, entre Dubaï et les Émirats. Vous avez une législation qui impose la kafala. Pour se sortir un petit peu de ces contraintes de la kafala, Dubaï a inventé, enfin, pas inventé, mais a utilisé les zones franches. Donc, Dubaï a créé plusieurs zones franches, une vingtaine de zones franches, et à l'intérieur de ces zones franches, la kafala ne règne pas. Et donc ça montre bien aussi que par rapport à d'autres villes, par rapport à Abu Dhabi, le modèle de Dubaï est un peu différent. Parce qu'il essaye de sortir un petit peu de ce modèle de la kafala. Et donc aux Émirats et à Dubaï, il y a une espèce de tension entre percevoir les étrangers comme une menace et puis aussi percevoir les étrangers comme une opportunité économique. Et très clairement, les étrangers à Dubaï, quand vous avez 93% de la population qui est étrangère, c'est aussi évidemment une opportunité économique. Et juste un exemple pour illustrer ça, Dubaï a misé énormément sur le développement immobilier. Donc il développe l'immobilier à tout va. Mais qui va acheter tous ces appartements, toutes ces villas, etc., si les gens qui achètent ne peuvent pas rester, s'ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent quitter le territoire. Et donc ça limite l'accès à la propriété. Donc on a progressivement une conscience que le modèle doit évoluer. Et donc il y a plusieurs signes d'évolution de ce modèle. Donc déjà, comme je vous le disais, en 2002, Dubaï a ouvert la propriété à des étrangers, mais là aussi, pas partout, sur des zones, sur des territoires déterminés. Mais encore une fois, vous avez beau avoir la possibilité d'acheter, si vous savez que vous ne resterez pas, ça posera des problèmes. Donc du coup, très récemment, ils ont changé les politiques de visa de résidence. Avant, ces visas étaient très courts, de 3 ans, et maintenant, on a offert la possibilité de visas de 5 ou 10 ans, et là encore, à qui s'adressent ces visas de 5 ou 10 ans? À des migrants extrêmement qualifiés, ou à des investisseurs et à qui on demande, en fonction de l'investissement, à qui on accorde des visas pour rester plus longtemps. Donc cette nécessité de changement, elle se traduit dans les faits, elle se traduit aussi dans les discours. Alors évidemment, on n'a pas du tout un discours d'intégration, mais quand on gère une ville, on est quand même bien obligé de prendre en compte ces 93% de population. Donc ce qu'on voit quand même de plus en plus, c'est qu'on a quand même un discours officiel, général, qui est beaucoup plus inclusif. De plus en plus, quand on parle de Dubaï comme un second chez-soi pour les migrants. On parle même, alors je n'arrive pas à trouver de traduction pour ce thème qui est de plus en plus récurrent, qui parle des homegrown, donc les gens qui ont grandi, qui ont grandi sur place. Et ça, c'est un terme qui, en anglais, apparaît très souvent pour qualifier l'ensemble, justement. Comment est-ce qu'on qualifie et les nationaux et les étrangers, ceux qui sont là depuis longtemps, les enfants, etc., qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut favoriser, peut-être par rapport à d'autres qui seraient arrivés plus récemment. Donc, dans les discours, on a quand même des discours beaucoup plus inclusifs. Et on voit aussi, en fait, comment cette question de la diversité, je vous parlais tout à l'heure de marketing urbain, elle est très utilisée. C'est aussi une façon de vanter la ville. Là, à droite, vous avez une photo qui est sur le site de l'Office de tourisme de Dubaï, et dont le slogan est « Quand vous venez à Dubaï, vous pourrez dîner avec plus de 200 cultures ». Donc on joue bien là sur cette idée de diversité. Et en même temps, la photo montre bien qu'on est toujours sur l'idéal, dans l'imaginaire bédouin, du désert, etc. Donc il y a vraiment le mix entre ces deux imaginaires. Et alors justement, je pense que ce récit national, il est en train de changer. On a toujours le mythe de l'idéal bédouin, mais de plus en plus, ce discours national, il s'universalise. Donc là, on rejoint les thématiques du cosmopolitisme, et il s'universalise notamment autour de valeurs universelles. Et donc, ce qui va être présenté comme une valeur nationale, là je vais insister sur 2 exemples, c'est la tolérance et le bonheur. Et donc, ce qui est très intéressant avec Dubaï, pour les géographes, c'est que ces valeurs nationales, elles s'incarnent dans l'espace. C'est toujours cette histoire de branding, de marketing urbain. On va montrer qu'on est tolérant. Et donc là, ils ont construit un très grand pont de la tolérance. Et partout dans l'espace urbain, autour, vous aurez ce genre de pancarte qui annonce. Donc il y a vraiment un jeu sur le marquage dans l'espace urbain, l'inscription dans le marquage urbain de ces valeurs. Mais ça se décline de plein d'autres façons. Vous avez un ministre de la tolérance, vous avez une année de la tolérance, un festival de tolérance. Donc c'est vraiment un mode de gouvernabilité extrêmement utilisé. Autre exemple, pour montrer l'illustration de cette tolérance,
des photos prises en 2008 qui célèbrent une fête hindoue, Diwali, la fête des Lumières, hein, et donc qui vous montre comment la ville se part des couleurs de Diwali au moment de... Donc les photos de Diou, c'est à l'aéroport, vous avez beaucoup de... dans les avions, si on vous sert sur Emirates, on vous sert des menus spéciaux Diwali, et puis en bas, c'est très intéressant, mais je n'ai pas trop le temps de développer, vous avez une fausse médina, là on est au cœur de la ville ancienne, une fausse médina a été reconstruite, et au cœur de cette fausse médina, eh bien, à droite, vous avez là aussi plein d'attractions pour les enfants, pour tout le monde, pour la famille, pour célébrer cette fête de Diwali. Donc la diversité fait partie de ces stratégies de mise en valeur de la ville comme une ville diverse. Sans d'ailleurs que jamais ne soit utilisé le terme de cosmopolite, hein, mais toujours on va miser sur cette idée de la diversité. Et alors, l'autre grande valeur qui est tout à fait intéressante à étudier, c'est la question du bonheur. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Dubaï, mais dès que vous mettez le pied sur le sol dubaïote, dans l'aéroport de Dubaï, vous êtes assailli d'images par terre, sur les murs de l'aéroport, que vous entrez dans la ville la plus heureuse du monde. Hein, vous avez ça partout, c'est le nouveau slogan, Dubaï est la ville la plus heureuse du monde. Et là encore, en tant que géographe, je vous montre un espace où cette idée du bonheur est très clairement instrumentalisée, apparaît dans l'espace public. Donc là, c'est là aussi un espace aménagé tout récemment par une de ces grandes compagnies paragouvernementales de promotion immobilière. Ça s'appelle La Mer. Donc j'espère que ces petites images vous montrent qu'on est clairement un espace balnéaire ouvert à tous. Donc là, il y a quand même l'idée d'un espace public où n'importe qui peut aller se baigner. Et ensuite, donc on est clairement là aussi en termes d'imaginaire, on est en train d'imaginaire enfantin, vous avez le coffre de pirates au premier plan au milieu, vous avez clairement un imaginaire californien hein, aussi, tout ça se mélange, et avec surtout aussi cette déclinaison du bonheur. L'image de droite, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est marqué « Planting Happiness », donc « planter le bonheur », et puis sur les deux inscriptions à gauche, en arabe, vous avez le « Haya Helwa », c'est « la vie est belle hein ». Donc on a vraiment cette déclinaison dans plusieurs langues de cette ville de Dubaï étant la plus heureuse du monde. Donc il me semble que cette rhétorique du bonheur est évidemment tout à fait fascinante, que c'est une façon de masquer les inégalités sociales, de masquer aussi cette image un petit peu négative du traitement des immigrés, mais c'est une façon inclusive hein, d'inclure tout le monde et là ça va même au-delà des résidents, c'est pour inclure les touristes, et c'est l'expression parfaite de ce que se veut Dubaï. Dubaï est un pays sans liberté, mais qui remplace l'idée de liberté par l'idée de bonheur. Hein. Et ça aussi, c'est souvent un argument qu'on entend, que j'avais entendu dans les entretiens, en leur disant, mais finalement, surtout j'ai fait mes entretiens après la Révolution, et donc je leur disais, est-ce que ça vous dérange d'être dans un pays sans liberté? Ils disaient, mais finalement, Dubaï, les choses fonctionnent, donc finalement, la liberté est secondaire. Hein. Et donc, il faut dire qu'à ce moment-là, en Égypte, l'Égypte est dans une situation tout à fait catastrophique. Donc, on a vraiment l'idée de ce bonheur comme une nouvelle valeur hein, qui est là pour renforcer cette image extrêmement positive. Alors, je finirai juste sur une autre image du bonheur, justement. Vous avez un point de vue occidental de la femme expatriée qui passe son temps entre les malls et les cliniques de chirurgie esthétique. Je préfère insister sur le point de vue du bonheur à Dubaï selon les Égyptiens, et je finirai là-dessus. Vous avez, à gauche, c'est tiré de réseaux Facebook de migrants égyptiens à Dubaï. Et donc à gauche, vous avez ce qu'on appelle un mème, donc c'est une image captée qui circule, et vous avez une comparaison qui est très fréquemment reprise sur ces réseaux Facebook de, en haut, l'immigré en Arabie Saoudite, et en bas, l'immigré à Dubaï. Hein, donc je n'ai pas besoin de commenter, vous voyez très bien que... à Dubaï, c'est vraiment, on s'amuse, on est très heureux à Dubaï. Et ce qui est intéressant, ce sont tous les commentaires qui suivent cette première image inaugurale. Donc à gauche, vous avez des gens qui effectivement manifestent leur bonheur d'être à Dubaï et qui se prennent en photo et en selfie sur la plage, etc., en disant la vie à Dubaï, c'est super et on est heureux à Dubaï. Et puis juste après, dans un autre commentaire, vous avez quelqu'un qui poste cette image-là, et donc qui est typiquement l'image donc non pas des gens qui habitent dans des camps, mais d'images de migrants qui ont peu de moyens et qui vont être dans ce qu'on appelle les systèmes de colocation, qui sont très développés à Dubaï, et qui vous disent, la belle vie aux Émirats parle plutôt d'une tombe pour si jeunes, un logement à 1300 dirhams pour le lit d'en haut et à 1450 dirhams pour le lit du bas, et attention, le logement a des punaises et des cafards, cadeau de Dubaï pour toi pendant que tu dors. Et donc ça relativise un peu ce mythe de la vie heureuse à Dubaï. Et donc je m'arrêterai sur ce point de vue égyptien du bonheur à Dubaï.
Merci Delphine pour cet exposé fascinant. C'est un cas absolument extraordinaire qui évidemment s'étend à l'ensemble des pays du Golfe, mais qui a atteint un point extrême. Et donc c'est un exposé comme je les aime, c'est-à-dire bourré d'informations et qui en même temps fait extrêmement réfléchir, y compris sur notre propre modèle évidemment en retour.